Hey, bienvenue dans le trio économique. On est avec Vincent Gelozo aujourd'hui. Frank, il est pas là. Il fait partie du vaste complot. Ben là, tu sais, on est en train de négocier des affaires importantes avec le Hamas, Israël. On sait pas comment ça va se passer, mais Frank a Mhm. demandé des vacances exactement dans cette semaine-là. Fait que là, tu sais, moi, j'ai l'impression qu'il y a définitivement un complot. Il va se passer quelque chose. Quelqu'un va mourir dans la prochaine semaine. Écoute, il faut rajouter une millième tentacule à la pieuvre néolibérale, là. On avait déjà quoi? Le Mossad, les pétrolières, les nucléaires, les compagnies automobiles, les tabagières. On avait aussi Power Corp. On avait j'ai dit les pétrolières, excuse-moi, je me répète. Ah, mais les autres, ils envoient Euh, 2 chèques par année. Fait que c'est vrai, c'est vrai, c'est c'est correct que deux t'es chèques. nommé en double. On avait Walmart, puis maintenant, écoute, on ajoute aussi le Hamas, on a la France bientôt. Écoute, quand je dis il y a 1000 tentacules à la pieuvre, là, La France. c'est la pieuvre la plus sophistiquée qu'il y a jamais eu. Il n'y a pas de plus vaste complot néolibéral que notre complot à On, nous. on- on vient de voir la France obtenir un premier ministre pendant 3 jours, hein. C'est quand même vraiment spectaculaire. Même pas, même pas. Il n'a pas fait 3 jours. Hey, les leçons du passé d'Antoine Bernier, je le vois beaucoup ces temps-ci sur Amazon. Je vais essayer de le focusser comme il faut pour qu'on le voit. Puis au pire, c'est pas grave. Pourquoi je le vois beaucoup? Ben, c'est ça. Les gens qui ont acheté le livre de Frank ont aussi acheté le livre de Vincent, ont aussi acheté le livre d'Antoine. Donc, il commence à avoir un petit cluster sur Amazon de livres liés au trio économique et au podcast de Yann et Frank. Antoine, vous savez, c'est un de nos auditeurs. C'est le deuxième tome de sa série de 3. L'épreuve du réel, tome 2, les leçons du passé d'Antoine Bernier. Beaucoup d'anecdotes liées au trio économique, beaucoup d'apprentissages liés au trio économique également, et des personnages basés sur des gens du trio économique également. Donc, quand même assez intéressant comme livre. Les gens ont l'air à l'apprécier beaucoup, le roman d'Antoine. Des fois, ça fait du bien de lire autre chose que du solide, donc je vous suggère. C'est un auditeur qui est très, très, très motivé. Également, avant de continuer, on a une publicité de InfoBref à vous passer. InfoBref, que vous voyez apparaître à l'écran immédiatement, c'est un site de nouvelles qui vous envoie 10 nouvelles par jour environ. InfoBref, on est là de leur côté. L'adresse, c'est infobref.com/trio. Donc, tu peux t'inscrire sur leur site. Tu rentres ton nom et ton courriel et chaque jour, tu vas obtenir 10 nouvelles écrites de leur côté. C'est un tour qui est bien fait de l'actualité. Tu n'as pas l'impression de manquer grand-chose à la fin de ta lecture de ton courriel chaque matin. Beau travail qui est fait par cette équipe-là et 30 000 personnes se sont déjà abonnées. Donc, vous pouvez vous abonner également de votre côté. Infobref.com/trio. Vincent, tu as fait une étude la semaine passée. On a fait un podcast dessus, moi puis Frank, avec ce qu'on semblait en comprendre. Et tu as décidé de revenir sur cette étude-là parce qu'on a fait ça tout croche, puis on n'était pas bon. Puis là, tu t'es dit, Chris, les gars, ils comprennent rien du cul et de la tête. Fait que je vais venir expliquer comme du monde tranquillement pour que tout le monde comprenne. C'est ça le point de ton podcast aujourd'hui? On dirait que c'est ça que tu veux que je dise. Si tu veux que je t'insulte, t'as juste à le demander. T'es pas obligé de mettre autant d'efforts pour me le mettre sur la table. En fait, t'as tellement mis d'efforts pour que je t'insulte que je sens qu'il y a un piège, donc j'ai pas envie de le Non, faire. non, pas encore. Ça viendra tout seul. Pour OK. l'instant, j'ai aucune inspiration à t'insulter. Ah, c'est correct. Mais écoute, non, vous aviez fait une bonne job. C'est plus que, ben, à l'intérieur d'un podcast de 30 minutes, on peut pas, tu sais, tout dire, surtout que euh, c'est pas, euh, c'est pas le sujet qui est le plus facile à traiter dans toute sa grandeur. Puis je me disais, il y a des choses, tu sais, qui valent la peine aussi d'être mentionnées, d'être ajoutées. Donc, petit recap pour que les gens qui n'ont pas écouté l'épisode puis ils veulent parler de. Ben, bien sûr, il y a le résumé sur Pilule Rouge là, Exact. que Maxime a fait, qui est super en passant. Max, bel job. C'est plus que, pour le petit résumé, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé au Canada, c'est quoi les déterminants de la mobilité sociale. Puis l'idée, c'est qu'il existe une bonne littérature qui documente qu'est-ce qui permet aux gens de se déplacer sur l'échelle des revenus relativement à leurs parents, mais aussi d'augmenter leur niveau de vie absolu relativement à leurs parents. Et ça tombe dans deux catégories de barrières. C'est les barrières naturelles, donc ceux que tu hérites à la naissance à toute fin pratique,
et les barrières artificielles, ce que l'État rajoute dans le chemin des gens. Et ce qu'on a regardé, ça veut dire, maintenant qu'on sait c'est quoi ces déterminants-là, c'est quoi les types de barrières, dans quelle province est-ce qu'il y a le moins de barrières, tant naturelles qu'artificielles, puis on arrive au classement que le Québec est la province avec le plus de barrières dans l'ensemble, le plus de barrières artificielles, puis peut-être neuvième ou dixième au, au titre des barrières naturelles. Puis à l'autre extrême, on a l'Alberta, qui, euh, qui est un endroit dans lequel les déterminants de la mobilité sociale sont très forts. Et conformément, quand on regarde les résultats de mobilité sociale, pas ce qui cause la mobilité sociale, mais on voit exactement ce que le classement prédit. Les endroits où est-ce que les barrières sont les plus basses, c'est des endroits qui, tant historiquement que de manière contemporaine, ont beaucoup de mobilité sociale. Là, vous avez eu quelques personnes qui ont repris ce texte-là dans les journaux. Vous avez également probablement des détracteurs qui ont vu tout ça passer. Est-ce que vous avez reçu des critiques, des trucs par rapport à votre méthodologie éventuellement, ou ça a été quand même assez tranquille de ce côté-là? Ben, il y a eu une bonne attention média qui a été donnée dans les médias plus traditionnels. Mais je pense pas qu'on va avoir à attendre si peu de temps pour avoir une réponse, tout simplement parce que c'est L'iris est un, mobilisé. ben, premièrement, si l'IRIS peut commenter, parce qu'il y a une question de capacité, puis il y a une question de volonté. Je pense que peut-être ils ont la volonté, mais la capacité, j'en doute. Mais même s'ils en avaient, c'est difficile de leur imaginer que, parce que ça fait moins d'une semaine que c'est sorti, c'est pas un document léger. Donc, il y a une annexe technique qui fait une trentaine de pages qui explique toute la logique de qu'est-ce qu'on a fait. Donc, c'est pas... tu sais, la version sur le site web, c'est pas une étude de 30 pages, c'est le résumé qui est la version condensée pour les journalistes, pour les décideurs publics, pour pas qu'ils aillent à se taper 30 pages. Le vrai article, c'est Journal of Comparative Economics, c'est bien ça, page 744 à 777, ça ressemble à ça? Euh, non, ça, c'est une des références qu'on utilise. C'est Une des références, ok, c'est pas le vrai article, ça. dans l'annexe, je vais te donner le lien pour que tu le mettes pour les auditeurs, pour ceux qui veulent lire la version. Parce que dans l'annexe, en fait, puis je donne un petit peu un disclaimer, mon co-auteur et moi, Justin Calais, on a une série de recherches justement sur la mobilité sociale. Et ça fait partie de ce que j'appelle ma trilogie mobilité et inégalité mobilité sociale. J'ai 3 livres que j'ai planifiés dans ma tête. Le premier, en fait, sort bientôt, soit dit en passant, avec les presses de l'Université de Chicago sur les inégalités. Mais Justin puis moi, on en a un qu'on planifie ensemble dont le squelette est dans cette annexe-là. Donc, on a pas mal de la structure de qu'est-ce que nous, on veut passer notre temps à dire pour dire que les sociétés avec beaucoup de mobilité sociale, c'est des sociétés de marché, où est-ce qu'il y a beaucoup de place à l'entreprise privée, à l'entrepreneuriat. Donc, si vous voulez le lire, en fait, vous allez pas mal avoir Ok, l'idée générale de je ce viens qu'on de essaie de trouver dire. l'annexe technique, là. Oui, Good. ça serait. En fait, le titre est absolument fascinant. Une annexe technique et méthodologique à les obstacles à la mobilité sociale. Je l'ai trouvé aussi. Donc, c'est pas. Mais c'est une lecture si vous êtes prêt à faire l'effort de vouloir pousser plus loin de ce qu'on va dire aujourd'hui. C'est là que vous allez la retrouver. Et c'est le squelette du livre que Justin et moi, on est en train de planifier avec une date de finir le premier draft à la fin 2026. Ok, vous allez écrire un livre avec ça, dans le fond. Ben, en fait, c'est parce que nos recherches sur la mobilité sociale, on est en train de les terminer. Donc, on avait une demi-douzaine d'articles. Il y en a 2 autres qu'on prépare. Dès que les 2 derniers vont être finis et en soumission, on va commencer à faire le livre. Donc, Ah là, ok, c'est bon. Là, on commence à avoir des académiques qui commencent à comprendre deux, trois affaires. Tu fais un gros papier soumis dans des revues par les pairs, ainsi de suite, qui est ce que vous faites tout le temps, puis qui vous donne beaucoup de mérite, puis beaucoup de le H-index, puis tout ce que vous voulez pour vous flatter le dos là, entre vous autres, là, puis que personne lit. Euh, puis c'est vrai, éventuellement, c'est vrai. Puis éventuellement, là, vous arrivez, puis vous allez vous passer par un think tank pour obtenir une certaine diffusion un peu plus grand marché, si on veut. Ça semble quand même avoir fonctionné, parce que quand on regarde sur le site de l'IADM, sur le côté articles de journaux, vous avez des règles de zonage excluent les moins nantis de quête d'une vie meilleure, nouveau info. Provincial regulation making it harder for Canadians to move up economic ladder, ça c'est high politics.
Alberta tops in Canada for social mobility. Quebec dead last. Find study. National Post. Quebec zoning rules exclude less fortunate in search of better life. MHI. City News Montreal. Côté radio, tu as une entrevue avec Renaud Brossard à l'Estrie d'aujourd'hui. Entrevue avec Vincent Gelozo, le Café Chaud Radio-Canada. Fait que tu t'as été te faire traiter d'extrémiste à Radio-Canada. Good job. Présentation par Renaud Brossard et Justin Calais à la télévision, Headline Politics à CPAC. Fait que quand même un certain impact au niveau des médias traditionnels. Ensuite de ça, vous avez, bien évidemment, on a fait le show, nous autres, de notre côté. Il y avait l'article de Pilule Rouge de notre bar. Et en plus de ça, vous arrivez avec un livre. Là j'ai comme l'impression que Vincent Gelozo, Asti, vient de comprendre 2-3 affaires sur le travail académique qui fonctionne et qui peut être vulgarisé au grand public. Good job, man. Ça finit par rentrer. Il te reste juste à trouver un titre qui a du punch puis une belle image. Puis là, tu vas être vraiment, côté marketing, tu vas être parfait. Puis, le pire, c'est que ton prochain on livre, dirait que si tu tu veux, penses. On si tu veux avoir dirait une que note tu de... penses qu'on n'y avait pas pensé. C'est juste que tu présumes que ça se faisait overnight, qu'on sort l'étude, puis Non. après ça, 2 jours après, on peut faire le livre. Là, la Non, c'est seule un chose qui te reste processus à qui prend améliorer, beaucoup de temps. Vincent, là, c'est la chose suivante. Maintenant que tu vas sortir un livre, là, essaie de ne pas le lancer 2 semaines après un autre livre. D'un coup, tu vas faire ça, là, tu vas voir, ça va être magique, là, ça va être parfait, là, tu vas être vraiment bon. J'avais pas d'inspiration tantôt, mais là, je n'avais. Ouais, tu t'es pompé pas mal. Tu t'es pompé, hein? J'ai dit plein de compliments avant. Ouais, je sais, ça t'a fait trop mal. Tu sentais que tu étais en train de. Non, mais vous faites une bonne job. Sérieusement, parce que ce sujet-là, je le trouve vraiment bon. Je trouve que la droite n'en parle pas assez, définitivement, au Québec, au Canada. C'est des sujets qui sont vraiment dans nos cordes, qui nous accorderaient, à mon avis, une sensibilité plus grande dans la tête de bien des gens. On pense souvent que les gens de droite sont cartésiens, sont bas bruns, sont Ouais. comptables. C'est la droite GDP, là, des trucs comme ça. Ouais, ça laisse ça de côté, là, moi, les trolls de la gang de. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, oui. Ça, la réalité, c'est la vraie égalité des chances, c'est ça. Là. C'est un papier comme ça qui parle de Ben, l'égalité écoute, des chances. faudrait quand même il faudrait qu'on définisse exactement c'est quoi la mobilité sociale là, pour les gens, parce que Vas-y. tout le monde a l'air de comme. Je suis sûr que les gens qui écoutent comme ont une compréhension intuitive de quoi du sujet. Mais je vais juste donner un peu de chair autour de l'os, puis j'en ai de la chair à donner. C'est bien en chair, Je effectivement. suis bien en chair, je suis pas une petite personne. Tu as 2 types de mobilité sociale. Tu as ce qu'on appelle la mobilité absolue. Puis là, ce que tu veux savoir, c'est que si je te compare à tes parents ou à toi, disons, il y a 30 ans, est-ce que ton niveau de vie à toi a augmenté relativement à tes parents ou à toi-même dans un passé lointain? Et c'est pas important où est-ce que tu es sur l'échelle des revenus. Ça, c'est la mobilité absolue. Le deuxième type de mobilité, c'est ce qu'on appelle la mobilité relative. C'est là, on va dire, OK, si toi, disons, ton revenu augmente de 50% relativement à tes parents, mais que tout le monde aussi augmente de 50%, mais il n'y a pas de mobilité relative. C'est la même échelle, mais tout le monde est plus haut. Donc, Ouais. tu n'as pas de mobilité relative dans ce cas-là. Mais si toi, tu augmentes de 50%, puis tous les autres revenus n'augmentent que de 10%, tu as une mobilité relative. Ce qu'on voudrait comme société, c'est une société avec énormément de mobilité absolue. Donc, que les gains à travers le temps sont gigantesques, mais aussi que où tu commences n'est pas du tout un déterminant visible de où tu finis. Donc, ça, c'est un peu comme l'idéal. Et tu as des gens de gauche puis des gens de droite. Je vois pas comment il y a qui que ce soit qui pourrait dire que ces objectifs-là sont pas bons. Non, c'est C'est, quasiment impossible. Puis, tu sais, on le sait, dans le fond, la droite, par exemple, économique, va arriver, va dire, ben, le PIB par habitant, tu sais, on tire de la patte, on manque de richesse. Faut créer, avant de partager la richesse, il faut peut-être la créer, tu sais, des trucs comme ça. La gauche, elle va dire, il faut partager la richesse, on taxe pas assez riches, faut avoir des programmes de redistribution, il faut avoir des filets sociaux parce qu'il faut donner une chance aux plus pauvres. Fait que là, tu es là, tu dis, est-ce que la gauche est mal intentionnée de faire ça? Non, définitivement pas. Ils se disent que la technique un peu Robin des Bois, que j'aime pas parce qu'en réalité, Robin des Bois, il volait le gouvernement, là. Euh, mais la ah, technique, parce qu'on prend de l'argent aux riches, puis on la redistribue aux pauvres, ben on pense que ça va aider la redistribution de la richesse, ça va diminuer les inégalités, ça va améliorer le coefficient de Gini, là, ça c'est leur coefficient qui traite bien gros là-dessus. Mais on dirait que
du côté droit de l'échiquier politique, on n'a jamais eu vraiment de réponse à ça. On a peut-être quelques phrases clés ou NPC qu'on pourrait dire qu'on va utiliser à l'occasion, de dire ben là, ça sert à quoi les inégalités? Pourquoi vous avez peur des inégalités si tout le monde s'enrichit éventuellement? Si les pauvres s'enrichissent, c'est une bonne nouvelle. On sait qu'on pense un peu de même, mais on n'a jamais eu un argumentaire vraiment développé de ce côté-là. Tandis que l'argumentaire de la mobilité sociale, tu fais crime. Peu importe dans quelle famille tu es né, peu importe la richesse de ta famille, peu importe les opportunités que tu as, on vit dans une société qui fait en sorte que si tu es né au bas de l'échelle, tu as quand même une chance de finir au haut de l'échelle si tu travailles fort, puis tu mets des efforts, puis tu utilises ton capital, puis tu prends des risques. Moi, c'est le genre de société dans laquelle je veux vivre. Là. De savoir que ton destin n'est pas canné à ta naissance. C'est chiant de savoir que ton destin est canné à ta naissance. Mais quand tu te dis, écoute, sky's the limit, ça, c'est une société dans laquelle je veux vivre. Fait que il y a comme un aspect positif à tout ça que je trouve qui peut être utilisé par la droite politique, puis qu'en plus, ça humanise un peu cette droite-là. C'est pas juste genre un chiffre de PIB là, par habitant où est-ce qu'on dit, ouais, on est pauvre en riche, puis des affaires de même. On peut arriver dans quelque chose d'un peu plus concret, puis qui donne des objectifs, puis surtout qui donne des exemples concrets d'objectifs à atteindre au niveau individuel, puis des histoires à raconter aussi. Je pense que c'est ça qui est le fun dans cette perspective-là de votre côté. Euh, oui, je vais faire 2 commentaires. Le premier, c'est que il y a une bonne raison de croire que la mobilité sociale est plus élevée tout simplement dans les sociétés plus riches. Tout simplement parce que, pas tant à cause de la richesse, mais à cause de ce qui génère la richesse. Pour générer de la richesse, il faut que tu sois productif. Pour être productif, tu as besoin de beaucoup de spécialisation. Mais de la spécialisation, ça veut dire que tu as plusieurs chemins de mobilité sociale. Si tu t'imagines un village qui est purement agraire, donc il n'y a que de l'agriculture, ben, tu n'as qu'un chemin vers l'amélioration, c'est Travailler plus fort. de travailler plus fort comme agriculteur. Mais dans une société complexe, avec beaucoup de chemins de spécialisation, tu as beaucoup de chemins qui se sont donnés pour grimper le long de l'échelle. Et donc, c'est pas tant parce qu'on est plus riche, mais parce que ce qui génère la richesse nous génère aussi plus de chemins vers l'ascenseur social. Donc, ça, c'est la première chose que je Ben, dirais. tu dis souvent, un exemple dans ton cas, c'est ton cas personnel à toi, dans le sens que tu es professeur d'université, puis je t'ai déjà entendu dire dans le podcast, puis je suis quand même assez d'accord avec toi. Le genre de société qui peut se permettre d'avoir des chercheurs universitaires, c'est une société qui est vraiment, vraiment, vraiment riche en Yep. réalité. Parce que dans l'ordre des choses, c'est pas le premier emploi qui est le plus utile à la société, là, de dire j'ai besoin Je d'un suis même pas chercheur encore sûr si universitaire. je suis utile. Je Non, suis mais tu sais, je veux même dire, pas encore sûr si j'ai passé ce test-là, mais c'est on sûr que décolle une SimCity, là, tu commences pas par construire l'université, là, tu commences par construire une coupe de champ, là, tu sais, on s'entend. Là. exactement. Mais joke Peut-être aside, plus Age of Empire, je sais plus trop. Ça fait longtemps que j'ai pas joué aux jeux vidéo, fait que mes remarques sont un peu c'est- c'est- déplacées. t'es vieux jeu. Là. Si tu dis SimCity, tu te post-date Hmm. pré-2000, mettons. Ouais, c'est ça. Euh, womp womp. Mais la deuxième chose que je dirais, c'est que les gens de gauche aussi comprennent intuitivement euh, la question de la mobilité sociale. Mais pour eux, il y a quelque chose de très différent. C'est qu'eux, ils vont mettre l'accent sur ce qu'on appelle les obstacles naturels à la mobilité sociale. Ouais, c'est Et, vrai. et dans leur... Par exemple, les Noirs ont, aux États-Unis, les Afro-Américains, je dirais pas les Noirs, parce que c'est pas exact comme formulation, mais les Afro-Américains vont avoir de plus grandes inégalités sociales ou vont avoir plus de difficultés à accéder à l'éducation de qualité, ces Ouais. trucs-là. Puis la raison qu'ils disent que c'est les inégalités qui sont importantes maintenant, c'est parce que dans les modèles de mobilité sociale, les investissements parentaux, donc ce que les parents font comme choix pour leurs enfants, ça leur implique qu'ils doivent réduire leur consommation immédiate pour augmenter la compétence, l'éducation, l'expérience de leurs enfants. Mais prends 2 sociétés, une inégale, une très égale, ben, tu vas avoir dans les sociétés plus inégales, plus d'inégalités dans les investissements parentaux. Donc, si tu as une inégalité dans les investissements parentaux, tu vas avoir une reproduction naturelle des inégalités. Donc, ça, c'est là que tu vas avoir des Français comme Pierre Bourdieu qui parlent de la reproduction structurelle des inégalités. Mais ça, c'est parce qu'il existe une situation initiale qui se perpétue via des inégalités dans le, le,
l'investissement parental qui est fait dans les enfants. C'est là que, par exemple, qu'ils vont défendre l'enseignement, l'accès à un enseignement public subventionné ou plus d'investissement dans les écoles. Mais il y a un autre argument que je trouve qui est meilleur que celui-là. C'est celui des réseaux. Puis ça, c'est quelque chose que, honnêtement, ça me déçoit un peu que cet aspect-là de la littérature économique n'a pas sorti autant que ce qu'on s'attendait. C'est que l'idée des réseaux, puis c'est vraiment cool. Moi, honnêtement, quand j'ai découvert cette littérature-là, je l'ai trouvé. Honnêtement, j'étais très excité parce que ce que ça dit, c'est que tu t'imagines que tu as des groupes. Vraiment, il faut comprendre une chose qui est la nature même de l'être humain. L'être humain pratique ce qu'on appelle l'homophilie, la tendance de s'associer à ceux qui nous ressemblent. Donc, tu vas avoir des réseaux séparés, des réseaux ségrégés, où est-ce que tu vas avoir les riches qui se tiennent avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Ils vont avoir des normes, des pratiques, des comportements. Chaque réseau va avoir ses propres codes, signaux, normes qui sont conçus en fait pour exclure les étrangers, donc les non-membres. Et euh, le- la raison que ça reproduit des inégalités, c'est que si tous les membres du groupe, disons, riches, pour simplifier, sont tous des gens à haute éducation, mais les opportunités, l'information à l'intérieur du réseau est de bien meilleure qualité quant aux opportunités économiques que dans le réseau composé juste de gens pauvres qui sont, disons, on va y aller dans l'extrême, qui ont des plus beaux taux d'alphabétisation, qui ont moins d'années d'instruction. Lorsque tu as ces deux réseaux séparés qui vont continuer de prendre la distance entre eux à travers le temps, d'où l'idée de la reproduction sociale des inégalités. Et via ces réseaux-là, les parents transmettent à leurs enfants l'appartenance à leur réseau et donc renforcent le statut social. Euh, Ça, la gauche comprend ces arguments-là très, très bien. C'est l'autre portion qui ont plus de difficultés. Ben, en fait, c'est l'autre portion, mais c'est même aussi le fait que je rajouterais même que les obstacles naturels ne sont pas aussi naturels qu'on croit. Donc, l'idée, c'est que tu vas avoir l'autre type d'obstacles, c'est ce qu'on appelle les obstacles artificiels. Puis ça, c'est tout ce qui décourage l'effort, tout ce qui décourage l'entrepreneuriat, tout ce qui dit, Les taxes, esti. ben, tout ce qui dit que tes efforts ne peuvent pas être récompensés ou même qu'on te bloque des chemins d'ascension. Si je te dis, ben, Montréal est une ville absolument attrayante, il y a des salaires 50, 60, 70% plus élevés, mais tu as besoin de. On a tellement rendu la construction impossible à Montréal que la moitié de ces gains de salaire vont être mangés par des loyers plus élevés. Ben, tu as coupé de moitié le rendement de se déplacer d'une zone à faible opportunité économique, disons Cabano, qui est, je ne veux pas être plate, c'est pas une zone à haute opportunité économique dans le Bas-Saint-Laurent. En fait, il y a une raison pourquoi les gens veulent quitter le Bas-Saint-Laurent. Ce n'est pas des zones à haute opportunité économique. Mais si En tu fait, les dis, gens reviennent pour la retraite, ce qui est surprenant, là. ben, Les maisons se sont vendues beaucoup à des retraités des grandes villes qui reviennent dans le bas du fleuve. ben, dans ce cas-là, ça, en fait, d'une certaine manière, ça renforce mon argument, mais disons qu'on oublie ce détail-là. Euh, Ça fait les pas gens, des enfants forts des retraités, on s'entend, là. il y a Ils ça, choup depuis une couple d'années, là. il y a ça notamment, mais je pense qu'à ce stade-là, la mobilité sociale, pour eux, c'est un petit peu, ils s'en foutent un peu à ce point-là dans leur vie. Mais, en tout cas, la leur, parce que pas mal, t'as fait le tour. Mais quand tu te déplaces, quand je te dis que je te taxe, disons, pas je te taxe, que je réglemente tellement le logement que la moitié du rendement de se déplacer vers Montréal est éliminé, bien, j'ai réduit la valeur de quitter un endroit à faible opportunité. En fait, tu es en train de me dire qu'à moins que le rendement fasse 35%, il n'y a aucune chance que je quitte ma région pour aller à Montréal. Dans un tel cas, tu t'attends à ce que les gens restent dans des endroits à faible opportunité économique. Même chose si tu dis, ben, tu ne peux pas quitter ton métier à moins de faire 1000 heures de formation auprès d'un collège X, qu'il faut que tu acquières une licence Y de la part d'un organisme gouvernemental Z qui te dit que ça, c'est ton droit de travail. Tu n'as rien fait encore, t'as juste dépensé 10 000 $ en frais de scolarité, plus 3000 heures, donc tu n'as pas travaillé pendant un an pour juste avoir le droit de travailler. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais la même chose que si tu limitais les gens géographiquement en les limitant à un métier. Ajoute Peux-tu me à ça donner un des. exemple concret que j'ai vécu en service financier? Euh,
la job comme telle, on va travailler en assurance, on va travailler en placement de notre côté. Moi, mon vrai permis en placement, c'est représentant en épargne collective. Fait que ça donne le droit de distribuer des fonds mutuels avec un autre cours capable d'avoir les fonds négociés en bourse aussi. Ce permis d'exercice-là, pas si difficile à obtenir. Pour vrai, là, quelqu'un qui connaît un peu la finance, en dedans de 3 mois, tu es capable d'avoir ton permis d'exercice. L'assurance pour pratiquer va être entre 1000 et 1500 $, donc c'est pas trop une grosse barrière à l'entrée, ça non plus. Te faire recruter par un réseau, c'est pas trop compliqué, ça non plus. Il va y avoir quelques frais initiaux, à peu près 50$ par semaine de frais ou des choses comme ça, mais encore là, ils peuvent te les annuler pendant un bout de temps. Mais grosso modo, les dépenses annuelles de quelqu'un qui commence, c'est à peu près 5 à 6 000 $. Fait que t'es comme, OK, il n'y a pas trop de limites pour décoller. À l'époque, quand moi j'ai commencé, je décolle le métier en 2011, on a le droit de faire ce qu'on appelle des frais de sortie. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est quand on fait une vente d'un produit d'investissement, on obtient une commission de vente de 5. Puis le client, lui, de son côté, va avoir une pénalité pour sortir de ses investissements dans les 7 premières années. Donc, pour un représentant qui aurait des ventes annuelles de 1 million à peu près, pour quelqu'un qui commence dans le métier, aller chercher des ventes annuelles de 1 million, t'es quand même bon. Là. Ben, si tu fais le calcul, il y a 5 de commission, il va avoir à peu près 50 000 $. Puis là, il y a une cote qui part à son courtier, et ainsi de suite. Il reste une partie de cet argent-là, peut-être 30 ou 35 000 $. OK? Sauf qu'il y a moyen de vivre avec 30-35 000 $ quand tu commences une entreprise. Là. Tu sais, c'est viable. Bon, il y a eu de l'abus au niveau dans le passé. Il y a des représentants qui utilisaient ces méthodes de tarification-là sans avertir le client. Ils changeaient les cédules du client pour avoir un nouveau 5 puis une nouvelle pénalité de 7 ans sans le dire au client, des trucs comme ça. Fait qu'il y avait beaucoup de plaintes qui survenaient suite à la mauvaise utilisation de ce mode de commission-là. Et naturellement, le législateur est arrivé et a dit ben écoute, les clients sont insatisfaits de ce mode de rémunération-là. Certains conseillers communiquent mal l'information. Donc, on va l'interdire. Ça a l'air quand même banal, tu vas dire, d'interdire un mode de rémunération, mais la conséquence, c'est que aujourd'hui, quelqu'un qui veut commencer de zéro dans cette industrie-là, même s'il fait des ventes de 1 million à sa première année, qui est quand même à toute fin pratique vraiment exceptionnel, il ne peut plus avoir de commission de vente de 5. Donc, il ne peut plus ramasser le 50 000 par année avant le partage avec son courtier. La seule chose qu'il peut avoir, c'est un genre de frais d'honoraire de peut-être 1 fait qu'il il va ramasser, au lieu de ramasser 50 000, il va ramasser 10 000. Et là, c'est qui veut décoller en service financier aujourd'hui? Écoute, depuis qu'ils ont passé cette réglementation-là, c'est extrêmement difficile de recruter des nouveaux jeunes dans l'industrie qui achèteront pas la clientèle de quelqu'un d'autre, là, qui vont vraiment faire comme moi j'ai fait en 2011, de partir de zéro puis de bâtir sa propre clientèle lui-même. Là. Parce qu'il y a eu un changement de réglementation. Ça a l'air banal. Là, tu dis, ah, tu n'as plus le droit de. Voici une législation, il y avait des plaintes de clients, cette législation-là en banque, on n'a plus le droit d'avoir ce mode de rémunération-là. Ben, du jour au lendemain, tu n'es plus capable de recruter personne. Ben, je veux dire, c'est une forme de perte de mobilité sociale parce que souvent, les gens qui commençaient en service financier, c'était une deuxième job. C'est des gens qui voulaient partir à leur compte. Ils voulaient devenir entrepreneurs de cette façon-là, éventuellement. Ils travaillaient chez un employeur quelconque, puis ils étaient salariés, puis ils se sont dit la vie de salarié, c'est pas pour moi, je veux devenir entrepreneur, je veux changer ma vie. Ils faisaient le saut en service financier éventuellement. Et là, ils ne peuvent plus faire le saut, ou en tout cas, c'est extrêmement difficile de faire le saut maintenant. Tu sais, même quand on essaie de recruter des gens, on est là, on dit ben écoute, ce serait le fun de de l'argent dans tes poches avant de t'en venir, là, parce que si tu n'achètes pas de clientèle en déconnant, je ne sais pas comment tu vas faire d'argent. Là, tu sais. Fait que ça, là, j'ai l'impression que les gens, les législateurs, quand ils font des changements comme ça, ils ne pensent pas à ces affaires-là. Tu sais, on dit OK, le monde actuel de la finance, tout ça, on va le réglementer d'une certaine façon pour protéger les clients. Fair enough. Mais de l'autre côté, il y a une conséquence négative. Il n'y a plus personne qui veut décoller dans le métier. Et ça, on va s'en rendre compte juste dans 10-15 ans. Là. Non seulement tu vas t'en rendre compte dans 10-15 ans, mais tu vas remarquer aussi qu'il y a un chemin de moins euh, pour grimper le L'entrepreneuriat. long d'entrepreneuriat, donc de s'extraire de la pauvreté. Ça ne sera pas, ou de la pauvreté, ou même juste d'améliorer ton sort relativement à où tu étais avant. Donc, pas nécessairement de Ben, t'extraire passer de de la la pauvreté. classe moyenne inférieure à la classe moyenne supérieure, ou des trucs comme ça. Là. Exactement, ou juste d'augmenter ton revenu point barre, là, même si tout le monde augmente en même temps. Je te ferme un chemin qui te permettrait au moins d'augmenter à la même vitesse que tout le monde. Quand tu fais ça, ça n'a pas l'air gigantesque individuellement, mais si tu cumules des réglementations
de ce type-là, tu te retrouves avec beaucoup moins de mobilité sociale Ouais. parce que tu fermes des chemins. Les gens peuvent s'ajouter si tu fermes un chemin parmi, disons, 10 millions de chemins. Mais si tu enfermes, si à chaque fois tu Ouais. fermes un autre 2 voies, 3 voies, 4 voies, mais à un moment donné, c'est que tu as des chemins plus sinueux, tu as moins de Ah chemins oui. naturels vers la mobilité sociale. Donc, tu as Je plein de regarde du trous côté des perdus. médecins, par exemple, pendant longtemps, les médecins, on voyait des médecins qui avaient 3 000 à 4 000 patients, par exemple, puis qu'ils travaillaient du 70 heures semaine, puis le gars, certains avaient 3 divorces à financer aussi, là, fait qu'il n'y avait pas le choix. Euh, mais la philosophie a changé du côté des médecins. Premièrement, c'est devenu un peu plus féminin. Il y a plus de femmes médecins qu'avant. On a intégré un concept nouveau en médecine qui est conciliation travail-famille. Fait qu'à un moment donné, 70 heures semaine n'est plus devenu une possibilité. Puis on a l'impression que le réseau ne s'est jamais adapté à ça. Des nouvelles contraintes que les gens ne veulent plus travailler 70 heures par semaine en médecine, veulent avoir une vie un peu plus saine. Bien, on a continué à contingenter les programmes comme si les gens qui sortaient de médecine continuaient à faire du 70 heures semaine avec 4 000 patients en sortant. Puis on a même vu des ministres de la Santé récemment accuser les médecins d'être des sans-cœurs, de ne pas vouloir travailler plus que 40 heures semaine. Tu sais. Fait que tu sais, t'es là, tu te dis, Ouais, ouais, mais mais pourquoi vous fermez des chemins? Là, tu sais? ça fait dynamique de l'intervention où les actions de l'État à une période créent des problèmes dans la période subséquente et tu te retrouves après ça. Ben, pourquoi est-ce qu'on a ces problèmes-là? Peut-être parce que tu n'arrêtes pas de jouer justement avec des barrières artificielles et tu ne réalises pas les coûts que tu es en train de causer 3, 4, 5 périodes plus tard. Et après, toutes les autres solutions impliquent davantage d'intervention. Mais pour, euh, pour comme faire une sorte de recap des barrières artificielles, en gros, c'est tout ce qui décourage, tout ce qui ferme des chemins que les gens peuvent avoir en termes de métier, en termes d'endroit, et en plus qui décourage toute fin pratique, puis ça, c'est vrai que la taxation vient à jouer un rôle, tout ce qui décourage l'effort, l'épargne, l'entrepreneuriat, qui sont aussi des chemins. euh, Si tu multiplies les barrières artificielles, tu vas avoir des coûts sociaux assez importants. Mais nous, puis ça, c'est la chose que je pense qu'il n'y a personne à part moi puis Justin qui parle de ça. Puis je suis vraiment fier, c'est qu'on n'arrête pas de dire que les obstacles naturels que les gens parlent sont pas exclusivement naturels. Donc, les sociétés ou les réseaux sociaux, là, puis je ne parle pas de Facebook ici, où est-ce qu'ils sont fortement ségrégés, c'est là aussi que tu remarques, donc on a des mesures de ségrégation des réseaux sociaux. C'est aussi dans ces sociétés-là, étrangement, que tu as des institutions qui favorisent le capitalisme de copinage, la recherche de rente, le lobbying, On la est-tu dans le corruption Casta Politica ici, là? dans la casta politica. Et la raison pour ça, c'est que les groupes d'intérêt qui cherchent à obtenir des privilèges par la législation mobilisent leurs réseaux sociaux pour intervenir dans les affaires politiques. Et ils s'en servent aussi parce qu'il y a des rentes gigantesques, parce que tu as des profits qui sont faits via le lobbying. Tu dois bloquer l'accès à des non-membres au réseau. Donc, en gros, ici, les obstacles naturels sont renforcés par l'existence des barrières, des obstacles artificiels. Tu vas avoir des gens, des politiciens, qui vont offrir à des groupes d'intérêt, qui ont leur propre réseau, qui ont leur propre réseau d'opportunités, ce qui, eux, les favorise en termes de mobilité sociale au détriment des autres. Mais en plus, ils vont se servir de leur réseau social pour préserver les obstacles artificiels. Je pense que Disons que, l'exemple de Uber ici est magique pour illustrer ce que tu nous dis là, dans le sens que, tu sais, je veux dire, au tout début d'Uber, avant que ce soit réglementé, avant que la guerre pogne avec les taxis, n'importe qui voulait arrondir ses fins de mois ou même un immigrant qui voulait débarquer ici puis qui voulait commencer à travailler immédiatement sans trop de formation était capable de passer via le chemin de Uber pour se tirer un revenu qui a quand même beaucoup de sens de l'Uber, là. Puis ouais, là, on a vu l'industrie du taxi se mobiliser contre ça, bien évidemment. Puis là, toutes sortes de réglementations entrent en compte. Puis oui, oui, Uber existe aujourd'hui, là, mais on a rendu ça quand même plus difficile que c'était initialement, là. oui, mais en plus, il faudrait que tu t'ajoutes que les réseaux dont je te parle, ça peut être tu peux être membre de plusieurs réseaux en même temps. C'est pas juste riche et pauvre. Tu peux avoir plusieurs réseaux de groupes d'intérêt qui existent. Mais imagine plutôt un monde alternatif, OK? Où est-ce OK. que tu as un État qui est l'État Geloso, très libéral, Sur une île, sur une île dans les Caraïbes, bien sûr, évidemment. avec des Bahamas Mamas toute la journée. C'est la seule chose qui est en abondance infinie. Tu peux boire constamment.
Ça, c'est la joie sur Terre, mais laissons ça de côté. Imaginons ce paradis terrestre, Qui est un duché, évidemment. qui est un duché, bien sûr, mais l'État promet de protéger les droits de propriété, de faire certains biens publics, gestion de la pollution, etc. L'espèce d'État minimal optimal. OK? Dans ce contexte-là, puis il y a une constitution qui dit qu'il ne peut pas faire plus que ça. Puis cette constitution, c'est comme vient aussi avec un autre truc qui est la force divine, que s'il y a une déviation de ce qui est dans le contrat, tout le monde est tué. OK? Donc, j'y vais dans l'extrême. La purge! Il y a une purge qui est faite. Pourquoi je fais un exemple comme ça? Tout simplement parce que je veux montrer c'est quoi la prédiction qui vient de ce que nous on dit. C'est que dans des sociétés où tu as moins de pouvoir discrétionnaire de l'État et que tu as moins de possibilités de rent-seeking, l'aspect de complémentarité entre les obstacles naturels et les obstacles artificiels, elle s'atrophie. Donc, ce que tu as peut-être encore des réseaux naturels, mais la partie qui était utiliser des réseaux sociaux pour promouvoir l'intérêt du groupe en augmentant des barrières artificielles, elle disparaît. Donc là, ce que tu as, c'est que tu as différents réseaux sociaux qui vont se créer, qui ne seront pas sur la base de, de ta naissance, mais peut-être plus de liens à travers des classes socio-économiques. Donc, quelqu'un peut se joindre au réseau des conseillers financiers, mais il se joint sur la base de son talent qu'il a acquis. Donc, ces réseaux-là deviennent beaucoup plus méritocratiques qu'ils ne sont politiques. Alors, Ah, nous, ce qu'on ouais. essaie de dire, c'est, euh, en fait, les barrières naturelles, tu peux les réduire avec des actions proactives de l'État. Et là, tu vas avoir toute la panoplie usuelle de ce que les gens de gauche vont dire. Ça serait, par exemple, des écoles publiques, des subventions pour aller à l'université, blablabla, blablabla, le revenu minimum garanti, de la redistribution. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des manières indirectes que si tu réduis le rôle de l'État d'une certaine manière, tu vas réduire les barrières naturelles que les gens ont, Mm. même si ce n'est pas ton objectif principal. Si demain matin, on dit, tu ne peux plus aller voir le gouvernement pour avoir des subventions à Fini les Québécois, lobbyistes. ben, après ça, le pouvoir politique de Pierre-Carl Pelado a diminué massivement. Sa capacité à influencer les débats politiques réduit massivement. Il y a moins de gens qui vont vouloir se tenir avec Pierre-Carl Pelado parce que, pourquoi? Hey, Ben, ils ont il plus ne peut d'amis. plus influencer la discussion politique. Donc, son réseau d'amis va changer. Les réseaux d'amis des gens qui lui parlaient avant vont changer. Et donc, les Les gens sont comme barrières ça pour vrai? ben oui, parce on a des Je sais. indicateurs que quand tu regardes, puis ça, c'est, on le souligne, on a passé juste une note de bas de page là-dessus, j'aurais aimé ça en parler plus, mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire dans ça. Le livre parlera de ça, mais on a du travail qui montre que le rent-seeking, ce qu'on parle tout le temps, le capitalisme de copinage, est très lié à la nature et la structure des réseaux sociaux qui Une île existent aux entre les faisans, ça donne des subventions. une île aux faisans, ça donne des subventions. Donc, tu ne devrais pas avoir la possibilité d'aller à l'île aux faisans avec le ministre ou des choses comme ça. Mais c'est l'idée que ce qu'on essaie de dire, c'est que oui, il y a des barrières naturelles. Il y en a que tu hérites à la naissance, tout simplement. Mais tu peux les réduire avec des trucs que la gauche parle fréquemment. Puis que je pense pas qu'il y a beaucoup de gens à droite qui disent qu'ils devraient avoir aucune aide financière à l'éducation. Tu as peut-être quelques anarcho-capitalistes qui vont dire ça. Mais tu sais, même parmi les libéraux les plus classiques, donc moi, On est plus du camp des vouchers d'habitude. ouais, c'est ça, que le financement devrait être universel, mais pas la provision qui devrait être conduite par des fonctionnaires et des bureaucrates. Tu vas avoir toujours une sorte, je te dirais que 95% de la population vont défendre un financement non zéro à l'éducation. Et ça, c'est pour contrer les inégalités dans les investissements parentaux à cause des réseaux sociaux, de permettre un nivellement des Ben, opportunités, puis en montant certaines personnes vers le haut pour... quand on en a parlé, tu sais, même moi, là, toutes les fois, historiquement, je voyais des gens proposer des subventions au transport en commun ou, tu sais, t'as tout le temps de gens, hey, là, s'ils veulent prendre leurs autobus, c'est qu'ils payent le passe, puis que cette passe-là devrait combler tous les coûts, puis nous sacrer à paix avec ça. Puis je change un peu d'opinion parce que dans un contexte très urbain, tu sais, puis j'exagérais quand je donnais l'exemple de Las Vegas, mais tu sais, je veux dire, à Las Vegas, tu peux pas aller travailler au MGM puis vivre la maison à côté. Et si tu travailles dans un hôtel de ce type-là,
Tu peux pas avoir une maison sur la strip, c'est impossible. Fait que minimalement, il faut que tu te déplaces. Puis tu peux probablement même pas te payer le parking pour aller à cet hôtel-là ou peu importe. Là. Tu sais, c'est quand même assez difficile. Fait que tu as une forme de transport en commun qui doit s'effectuer pour permettre à des gens de vivre dans des endroits décents pour eux, mais aller occuper les emplois de service dans les villes éventuellement. Dans ce contexte-là, si tu veux avoir une certaine mobilité sociale, il faut que tu permettes aux gens de parcourir des plus longues distances un peu pour avoir une maison décente, mais aussi d'avoir cet emploi-là de service dans un milieu très, très urbain. Tu sais, je veux dire, c'est pas vrai que quelqu'un qui travaille au centre-ville de Montréal a les moyens nécessairement de vivre au centre-ville de Montréal si sa job, c'est d'être barista ou de couper des cheveux. Là. Comprenez bien ça. Mais en même temps, je pense que tout le monde veut avoir des baristas au centre-ville de Montréal, puis tout le monde veut avoir des coiffeuses au centre-ville de Montréal aussi. Là. Mais ces gens-là, il faut qu'ils vivent à quelque part, puis c'est pas dans le centre-ville qu'ils vont vivre. Il faut qu'ils vivent ailleurs. Donc, il faut que tu les déplaces. Mais pour les déplacer, là, dans ce contexte-là, tu te dis, ouais, OK, je commence à comprendre un peu plus l'idée d'avoir des transports en commun vraiment pas trop dispendieux pour permettre ce déplacement-là. Genre, justement, c'est quelque chose qui favorise beaucoup la mobilité sociale d'une certaine façon parce que ça permet à la personne de s'éloigner de son lieu de travail puis de s'offrir une habitation qui est quand même assez décente grâce à un transport en commun qui n'est pas trop dispendieux. Fait que dans ce contexte-là, dire, OK, il y aurait peut-être une thèse ou une idée de support pour avoir un transport en commun quand même bien financé qui pourrait concorder avec des idées de droite, je suis quand même d'accord avec ça. C'est sûr que ce serait encore mieux que le loyer du centre-ville coûte beaucoup moins cher, on s'entend, là. Mais avant, si tu as de la misère à avoir cette solution-là, ben, au moins, si les gens peuvent se déplacer pas trop cher, ça serait déjà une avancée. Là. Oui, c'est sûr que pour moi, je te dirais que j'ai un autre take sur la question du transport en commun. Pour moi, ça fit avec tout ce qui est mobilité géographique. Si tu rends les endroits à haute opportunité inaccessibles, soit en augmentant le coût de la construction, soit en augmentant le coût du transport, tu vas réduire la mobilité sociale. Donc, peu importe c'est quoi, c'est assez important. Puis sur ça, je Puis dans ce pense que contexte-là aussi, la guerre à l'auto, c'est important de le noter, c'est pas si intelligent que ça, la guerre à l'auto non plus. Là. non, en fait, tu veux pas limiter En fait, regarde, je vais dire la chose suivante. De toutes les sources de mobilité sociale, la mobilité géographique est la plus importante. OK. Parce que si je peux me déplacer entre endroits, je peux me... Parce que ça, c'est un truc que juste des gauchistes peuvent pas comprendre là-dessus. Là, je suis pas généreux pantoute parce que j'essaie d'être généreux avec eux depuis tantôt, mais là, j'ai aucune générosité. Les gauchistes pensent que les structures économiques, c'est. Tu peux prendre l'agrégat de toute la société, puis c'est ça que tu as besoin de regarder. Mais tu regardes même à l'intérieur de petites localités, tu peux avoir tellement de mouvements d'activité économique qui ne sont pas visibles facilement. Mais juste à Montréal, les quartiers des Mélasses, le quartier de la zone industrielle, les quartiers résidentiels, à l'intérieur de 30 ans, tu peux avoir des migrations massives de où les choses se passent. Même dans une place petite, comme Montréal, ben, imagine la même chose, mais sur l'entièreté d'un pays. Tu vas avoir énormément Hmm. de changements dans les opportunités relatives selon les endroits. Donc, ce que tu veux, c'est que les gens se déplacent vers les opportunités. Ça a des avantages, naturellement, pour celui qui se déplace, mais il y a aussi des avantages pour ceux qui restent derrière. Celui qui est le dernier à quitter, pendant que tous les autres sont partis, les prix du logement vont baisser, le Exact. prix de certains services vont On baisser. parlait de Cabano tantôt, c'est exactement ça qui est arrivé. Je veux dire, quand que les jeunes familles, les jeunes quittaient la région à l'époque parce que veut pas, on manquait d'opportunités de travail à ce moment-là. Moi, j'ai quitté, puis il y a plein d'autres gens qui ont quitté. Pendant une séquence de temps, il y a eu vraiment beaucoup de maisons inhabitées dans le coin. Les prix des loyers dans cette région-là, ils n'étaient pas si élevés que ça, là. Ben, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que des gens qui ont pris leur retraite des grands centres urbains se sont mis à aller acheter ces maisons-là pour se dire, écoute, je vais libérer 750 000 de capital à Montréal en vendant ma maison, puis je vais aller vivre d'une place comme ça, puis avec 200 000, je vais être très bien logé. Mais Ben, tu vois, 550 de différence entre les deux, ça sert à fournir des revenus de retraite à cette personne-là. ben, non seulement ça, mais en plus, ça veut dire que si moi, je décide de migrer, je génère une externalité positive pour une tierce personne. Quelqu'un qui n'est pas parti à ma décision de migrer. Si, disons, je quitte Montréal puis pour aller dans une place à plus haute opportunité, disons la Virginie, exemple hypothétique, euh, en Ouais, arrivant en taxe là-bas Virginie, je quasiment. baisse un peu les loyers à Montréal en réduisant la demande à Montréal. J'augmente le salaire réel des gens à Montréal en quittant Montréal. Ouais, Donc, puis d'une tu laisses certaine de la manière, place à un prof gauchiste dans un département d'économie au Québec.
Ben, il n'y en a pas tant que ça, hein. C'est un mythe, ça. Mais je laisse de la place pour un chercheur de l'IRIS de pouvoir continuer de, de, de- de vivre malgré qu'il ne produit rien. Euh, rappelle-toi, j'ai aucune générosité pour ces gens-là. Puis mon mépris pour les gens de l'IRIS est bien connu. Euh, écoute, ça existe, l'inutilité. En fait, c'est même pas vrai, en fait. Ils sont pas inutiles. Je peux toujours montrer c'est quoi un mauvais exemple. Euh, mais je mets ça de côté. Il y a une externalité positive via la migration des gens. Et si tu, si tu penses à cette externalité-là, plus le bénéfice pour le migrant lui-même, ce que tu as, c'est une indication très forte que la mobilité géographique est cruciale pour la mobilité sociale. Ensuite, je mettrais la mobilité occupationnelle, que tu as le droit de te déplacer entre métiers. Puis après ça, le reste, là, c'est pas mal, Du beaucoup moins. fine-tuning. C'est du fine-tuning. C'est sûr que, bien sûr, c'est conditionnel à des droits de propriété qui sont respectés. C'est assez important. Mais les trucs comme la qualité des écoles, après ça, le, le taux de taxation, je te dirais que ça devient beaucoup moins important. C'est sûr que je veux des écoles de qualité, je veux des impôts le plus bas possible pour ce niveau de qualité-là. Mais en soi, la capacité de se déplacer à travers l'espace est tellement importante. Et ça, c'est la chose qui, présentement, me déprime au Canada, que nous, on essaie de dire. C'est pour ça que quand tu lisais les titres d'articles qui ont parlé de nous, Ouais, dans- c'était quand même très axé sur l'immobilier, là. exactement. Ça, c'est parce que ça, c'est moi qui mets l'accent immensément sur ça. C'est à cause de notre tendance à réglementer davantage la migration des gens indirectement via les règlements sur l'utilisation des sols, les délais d'approbation, les restrictions sur comment construire, les restrictions sur l'industrie de la construction, donc la quantité d'activité qui peut se produire. Ce que tu produis comme résultat, c'est que tu réduis la mobilité sociale parce que tu réduis la mobilité géographique. Tu rends les endroits à haute opportunité, Montréal, Québec, ben, Québec, pas aussi intense, mais Montréal surtout, Toronto, Vancouver, tu rends ces endroits-là complètement inaccessibles pour les gens qui feraient des gains importants, mais pas suffisamment importants pour payer l'extra loyer qui vient à se déplacer par le fait, ben, parce qu'il y a des opportunités, les loyers doivent être un peu plus élevés. Ah, et puis Euh, c'est très réel ce que tu dis là. Écoute, j'ai déjà parlé à quelqu'un de Toronto. Je me rappelle pas exactement c'était quoi son métier. Je sais que la fille gagnait à peu près 90 000 par année. Ce qui est pas un mauvais salaire. Son conjoint, c'est un petit peu plus difficile. Était plus artiste un peu, gagnait peut-être une trentaine de mille, une quarantaine de mille. Mais là, on parle de Toronto, là. Fait qu'évidemment, quand on faisait le budget, puis on regardait pour acheter de l'immobilier, il n'y a rien qui marchait. Puis quand on regardait le loyer qu'ils devaient payer de leur côté, écoute, hey, je vois de mémoire, ça fait longtemps, puis je me rappelle pas du dossier exact, mais 3000 pièces de loyer mensuel à peu près, je dirais. hmm. C'est 36 000 net. Dans un contexte canadien où est-ce que tu es taxé comme un cochon dès que tu gagnes plus que 60 000, ben là, tu arrives, tu regardais l'argent qui restait après impôt, puis après le loyer, puis tu étais là, tu dis, crime, peu importe, peu importe ce qu'elle fait, elle n'a pas d'argent pour épargner. Il reste pas d'argent pour les CELI ou les REER ou ces affaires-là parce que l'emploi qu'elle occupait à Toronto, pour elle, était peut-être correct, mais en ayant un conjoint qui gagnait pas le même genre de salaire qu'elle, vivre à Toronto était presque impossible. Fait que là, tu es là, tu te dis, OK, si c'est extrêmement difficile pour ce couple-là parce que le gars gagnait pas assez cher, c'est quoi pour un célibataire? Comment tu fais comme célibataire pour vivre à Toronto dans un contexte comme celui-là? Faut que tu gagnes 130 000 par année pour vivre à Toronto? Je veux dire, c'est Non, mais capoté, là. c'est absolument déprimant, mais il faut souligner que la bonne mesure, il faut encore le répéter pour des gens comme Frédéric Lacroix, parce que there's just so much we can do. Euh, Ce qu'il faut regarder, c'est pas le taux des loyers, mais le ratio des loyers relativement aux revenus. Et Toronto, sur ça, à cause de la multiplication des règlements sur l'aménagement du territoire, l'utilisation des La sols, les Green délais Deal. d'approbation, entre autres, si tu peux rajouter ça à la liste, ce que tu as causé, c'est que les loyers ont augmenté plus vite que les revenus, de telle sorte que l'abordabilité du logement
a diminué dramatiquement à Toronto, mais cette diminution de l'abordabilité, tout ce que ça veut dire, c'est que tu ne peux plus accéder le fait que les jobs à Toronto payent beaucoup plus cher que les mêmes emplois dans d'autres régions. Écoute, il y a un truc qui s'appelle le Urban Wage Premium, qui est que toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, tu tiens compte du fait qu'effectivement, les gens dans les villes gagnent plus, mais une partie de ça, c'est parce que les gens dans les villes sont plus éduqués. Mais si tu tiens compte de ça, tu as à peu près un wage premium, dépendant des études, qui va entre plus 10 puis plus 35%. Donc, juste de vivre dans une ville, toute À chose job étant égal. à job égal, à compétence égale, à expérience égale, à tout égal, famille, whatever, tu fais entre quelque part, au maximum, tu fais 35% de plus. Ce qui n'est pas négligeable. Mais si tu dis, bon, on va réduire l'offre de logement tellement, on va la rendre tellement inélastique que ton wage premium il va être mangé complètement par le taux de loyer plus élevé. Il y a moins de gens qui vont se déplacer vers les salaires plus élevés, tout simplement parce qu'il y a des Hmm. inconvénients assez importants. Je pense que j'ai déjà parlé de l'exemple d'un de mes clients, mais lui était dans une position que son employeur pouvait le faire travailler à la fois à Montréal, Laval et Mirabel. Puis, pour la même job, pour le même genre de client, il n'y avait pas besoin de rien changer, lui, de son côté. Mais c'était 25 000 d'incrément s'il se rapprochait de Montréal. Là. Il gagnait 50 000 de plus s'il allait à Montréal, il gagnait 25 000 de plus s'il allait à Laval, puis il avait son salaire de base à Mirabel, puis il a décidé de garder son salaire de base à Mirabel. Tout Ça veut dire que simplement. 50 000 n'était pas assez pour le convaincre de déménager à Montréal. Exactement, tout simplement parce que, bon, peut-être qu'il y a d'autres inconvénients pour lui là, de vivre à Montréal. Il y a la pollution, il y a le trafic, Ah, la famille, puis ainsi de il y a, suite. Là. il y a d'autres inconvénients qui viennent avec. Mais ça veut dire que 50 000 de plus n'était pas suffisant pour faire en sorte que cette personne-là veuille quitter un endroit qui avait des salaires plus bas. Hmm. Ça donne une idée de l'effet pour cette personne-là au minimum du, du coût du logement additionnel dans les grandes villes. Il va toujours avoir des loyers plus élevés dans les grandes villes que dans les comtés, mais la question, c'est que si tu rends l'offre super, super inélastique, bien, cet effet-là va être encore plus grand. Donc, tu es en train de manger l'espace de mobilité sociale en réduisant la mobilité géographique. Sur ça, là, je ne peux pas mettre assez l'accent, l'importance d'arrêter au Canada de réduire la mobilité géographique parce que c'est ça qu'on est en train de faire. Euh, Comment qu'on fait ça, de réduire la mobilité géographique? C'est quoi nos plus gros défauts comme Canadian? c'est ce que Toronto, Montréal puis Vancouver font. C'est toutes ces restrictions-là sur la construction, sur l'utilisation du La territoire. loi du 20-20-20 à Montréal, c'est cave, mettons. C'est absolument cave. En fait, je suis rendu presque dans un point où j'ai envie de dire que les gouvernements provinciaux devraient avoir le droit de dire aux villes, c'est rare que tu m'entends dire ça parce que je suis un grand décentralisateur, mais que les gouvernements municipaux, les gouvernements provinciaux devraient forcer les gouvernements municipaux à soit que tu enlèves tous les transferts aux villes, qu'il n'y ait plus aucun transfert entre les paliers de gouvernement, ce qui serait déjà une solution. Ça ferait en sorte que tu aurais des rendements à peut-être affaiblir certains aspects de ta réglementation locale, mais aussi qu'il existe des barèmes qui ne peuvent pas être excédés par n'importe quelle ville individuellement. Donc, le gouvernement provincial pourrait sanctionner des villes qui réglementent trop selon des critères purement objectifs. Je connais Euh, quelqu'un qui a proposé ça au Canada, moi. Il s'appelait Pierre Poilievre. ouais, je n'étais pas super fan de ça. Je suis pas toujours super fan, mais étant donné les dommages qui sont causés par ça, je suis prêt à accepter n'importe quel mouvement marginalement supérieur à ce qu'on a présentement. Parce Parce que qu'on. lui, ce qu'il disait à l'époque, c'était les municipalités, ben les villes, en fait, qui vont favoriser la libéralisation de la construction de logements, on va les subventionner. Ceux-là qu'on se rend compte que la législation est trop rigide et nuise, on va les sanctionner. Ouais, je suis pas fan de ça parce que j'aimerais mieux juste l'idée que, encore une fois, une des conditions du fédéralisme, ça revient à un autre livre dont j'ai parlé. Une des conditions du fédéralisme, c'est que tu ne dois pas avoir de transferts intergouvernementaux autres que pour les biens publics. Donc, les choses qui sont. Tu sais, tu veux aider des villes à gérer leurs services de police puis qu'il y ait le même service de police pas mal uniforme. Tu peux faire un transfert pour les services de police, pour les services d'incendie, mais tu ne peux pas faire des transferts pour financer du Simonac de transport en commun. Donc, tu dois commencer à couper massivement dans les transferts aux villes,
sans compensation, soit dit en passant, de telle sorte à ce que les villes mettent leurs finances en ordre, mais aussi se mettent à se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma base fiscale en attirant des gens à migrer vers chez moi? Mais ça veut dire de réduire les réglementations sur la construction. Je te dirais que ça, je deviens de plus en plus fan de ça en termes de mesures. Puis j'ai d'autres petites affaires que je suis favorable, mais spirituellement, c'est ça les choses qu'il faudrait que tu fasses. Le spirit, le principe de la chose, c'est qu'il faut que tu le réglementes massivement, là. Tout ce qui est lié directement ou indirectement au logement, puis let it be. Parfait. Ça, écoute, 55 minutes là-dessus. Y a-tu quelque chose que tu veux ajouter dans la partie gratuite avant d'aller dans la taverne? Ouais, j'aimerais ça juste dire un autre truc sur l'indice, parce que je suis vraiment fier de ça, là. On a vraiment mis beaucoup de temps sur la chose. Dans la note, il y a la liste à la fin de toutes les choses, de toutes les low-hanging fruit qui sont disponibles pour les politiciens. C'est frustrant des low-hanging fruit qui sont pas dégustés, hein. Oui, pour moi, c'est particulièrement frustrant là, parce que c'est toutes des mesures qui nécessitent aucune dépense additionnelle et que des gens de gauche comme des gens de droite pourraient être absolument d'accord. C'est juste que, un, sont difficiles à identifier, mais aussi euh, peut-être sont. En fait, c'est la nature du rent-seeking. C'est que tu as des bénéfices concentrés de ces mesures-là pour les groupes d'intérêt qui parlent aux politiciens. Puis les coûts sont tellement diffus sur une large population que les gens ne résistent pas ou sont même pas au courant. Au moins en soulignant à quel point c'est des low-hanging fruit. J'espère qu'il y a une couple de personnes qui vont se dire, mais c'est répugnant, ça fait mal à mes enfants, puis je me soucie tellement de mes enfants, puis de leur mobilité sociale que je comprends que cette politique-là, je ne suis pas massivement gagnant, mais comme je me soucie un peu des bénéfices pour mon enfant dans la période subséquente, je veux maintenant abolir cette chose-là. Donc, au minimum, les gens sont plus conscients de ça. Ça fait en sorte que le politicien a plus autant d'intérêt à accepter la nature même du problème du rent-seeking. Cool. Alors, si vous voulez en savoir plus, suivez les travaux de Vincent Gelozo. Un livre est à venir. Donc, il vous a dit d'ici l'année prochaine. Donc, d'ici 2028, le livre sera disponible sur Amazon probablement.